Hashem, Parashat Tetzavé, de dire un petit mot en remplacement, entre guillemets, de Rabbi Asher qui aurait dû faire le cours ici. On va juste, j'ai pas l'impression de faire le cours, mais juste au moins dire quelques mots sur la Parashat Bezrat Hashem. On voit que Parashat Tetzavé, eh bien, elle nous ramène donc tout le Inyan là-bas du Kohen. Et comme vous savez, le Kohen, lui, ce qu'il devait faire en priorité, c'était bien sûr de préparer la menorah et de voir dans le Mishkan toute la préparation donc, de la menorah. Et pour la menorah, comme vous savez, il faut de l'huile. Mais quelle huile il faut pour la menorah? De l'huile d'olive. Et ils viennent là-bas, les Mefarchim, mais ils demandent pourquoi de l'huile d'olive? Pourquoi on ne peut pas prendre de l'huile de tournesol, une autre huile? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Et ils viennent y répondre là-bas, dans le Bnei Tzion, au niveau de l'huile d'olive, que, en fait, c'est quelque chose de très spécial. L'huile d'olive, c'est quoi? Comme vous voyez, on prend l'olive, pour sortir l'huile d'olive, on doit d'abord la prendre, remuer l'arbre, qu'elle tombe, la récupérer, la ramener, l'engranger, l'écraser et tout, à la fin, la presser. Deux manières de la presser. Soit on la presse d'une manière, comme vous savez très très bien, légèrement, doucement, en l'écrasant. Et ce qu'on sort de là, c'est comme on dit, première pression à froid. Vous prenez même dans un supermarché, n'importe quel supermarché, vous pouvez prendre la meilleure huile d'olive. Voilà, notre ami tunisien, il connaît bien ici l'huile d'olive, au Hachem. C'est quoi? On prend l'huile d'olive, la première pression à froid, ça veut dire que c'est le meilleur de l'huile qui va sortir. Et ensuite, on a quoi? On a l'huile, les olives qui vont rester, donc toutes les chériotes qui vont rester comme ça. On va les prendre et par contre, on va les faire un petit peu chauffer et les écraser pour que là, sortir vraiment le maximum pour pas faire de perte entre guillemets. Et ça, c'est la deuxième huile qui est entre guillemets un petit peu moins bonne que la première pression à froid. Alors, c'est ça exactement le lien de l'huile d'olive, c'est qu'on vient et quand Hachem veut sortir le meilleur des Bnei Israël, pourquoi il a pris l'huile d'olive exactement? C'est qu'on prend les Bnei Israël, quand ils sont partis comme ça, ils sont remués en galoute à droite, à gauche dans le monde. Ils sont pris, malheureusement, là, nous, par quelques épreuves à droite, à gauche. Alors on les écrase, qu'on ne va pas dans le chemin où il faut, là, nous. Et c'est exactement de là qu'on vient et qu'on fait teshuva et qu'on sort le meilleur de nous-mêmes. Alors il y a deux façons de venir, comme on avait parlé hier avec Rabbi Asher, deux façons de faire teshuva. La première façon de faire teshuva, c'est quoi? C'est que une bêtise simple, quelqu'un qui vient, que nous, il a perdu ses clés, il est parti à la Macolette là-bas, il avait son portefeuille dans la poche, il l'a plus. Il y a des petites épreuves comme ça qu'Hachem il vient, il fait des clins d'œil dans la vie, et il nous dit, voilà, regarde, je suis là. Alors quoi? Cette petite épreuve-là, si on dit Hachem, j'ai quoi? J'ai perdu mes pièces là, j'ai pas dans ma poche ce qu'il faut, je dois partir à la maison, remonter 3 étages, redescendre et tout. Je prends ça comme épreuve. Alors ça, c'est la première pression à froid. Ça veut dire quoi? Hachem, j'ai compris que tu m'as donné une épreuve. J'ai compris que je dois venir et regarder un peu dans les maasim que je fais, dans ce que le comportement que j'ai envers moi-même, envers les gens, envers toi, la Torah, et me réparer. Ça veut dire que j'ai compris tout seul. Maintenant, là, nous, celui qui vient et qui n'a un peu pas compris, ça c'est le deuxième degré de teshuva. C'est quoi? C'est que malheureusement, il faut des fois des choses un petit peu plus, qui remuent un peu plus. Et c'est là qu'on voit que c'est lui qui vient, la teshuva qui arrive en deuxième degré, entre guillemets, qui vient et que Hachem, il nous donne, mais qui ne veut pas nous donner vraiment. Il est obligé de nous la donner, pour qu'on comprenne. Donc ça, c'est la deuxième degré de teshuva qu'on fait, entre guillemets, malgré nous, et voilà. Ça, c'était un premier point qu'on voulait voir. Maintenant, on voulait voir aussi par rapport à l'huile d'olive, deux choses. Comme tout le monde le sait, l'huile d'olive, elle vient et on peut la mélanger avec rien. Alors, quand on met avec de l'eau, n'importe quoi, on peut le mélanger comme vous voulez. On le met de côté. L'huile, elle va toujours remonter au-dessus. Et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il compare ici l'huile d'olive avec les Bnei Israël. Que quoi qu'il arrive, les Bnei Israël, ils seront toujours sortant, toujours au-dessus de la matière qui est l'eau. Et quoi qu'il arrive, on prendra toujours. Maintenant, quand Hachem il vient et il dit que l'homme Israël, qu'on sera pour lui un peuple. C'est quoi li? Vetiu li, kiou les âmes. Les terouma, les âmes, comme on l'a vu la semaine dernière aussi, c'est Lamed, Yud. Yud, c'est quoi? La plus petite lettre de
tout l'alphabet hébraïque, Lamed, la plus grande. Ça veut dire quoi? Que quand Bnei Israël, il est au plus haut, il est au plus bas, quoi qu'il arrive pour Hachem, on reste toujours à lui et jamais il se séparera de nous. Ça, c'est un autre point qu'on voulait voir dans la paracha. Maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, il est venu et c'est marqué là-bas que c'est le Gilgoul de Noach et de Shet. Alors Noach, comme vous savez très bien, qui était donc parachat Noach, et Shet qui était le fils de Adam. Maintenant, Noach et Shet, ça fait Nechoshet, donc il y a un clin d'œil dans la paracha. Et pourquoi on vient et on donne comme ça ces deux grands personnages qui sont Noach et Shet? C'est que Noach, Mida Neged Mida, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il est venu, Hachem il lui a dit de donc créer cette Teva et pour lui et sa famille, et il lui a laissé 120 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il est venu, il a écouté Hachem, il était un tzaddik Bedorotav, il est venu, il a écouté Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit cette Teva là, comme il faut, avec les mensurations qu'il fallait et tout ce qu'il fallait. Mais il a oublié que Hachem, ce qu'il voulait en vérité, c'était un remez. Il est venu lui dire, écoute Noach, toi c'est pas que tu vas venir et je t'ai demandé une chose. Moi je t'ai demandé une chose, mais toi tu devais comprendre autre chose. C'est quoi? C'est d'aller voir tes frères juifs et leur dire, hé les amis, le monde il va se détruire là. Venez, on va faire teshuva, venez, revenez vers Hachem. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Alors qu'est-ce qu'il a eu? Hachem il a fait Mida Neged Mida. Comme toi, tu n'es pas venu voir les autres et tu t'es entre guillemets écarté du monde, alors en fait c'est que la résultante, elle est que moi je vais t'écarter aussi du monde. C'est quoi? Tu vas prendre toi, ta famille, entre guillemets les plus, je suis rien pour parler de ça, mais les plus égoïstes, entre guillemets. Alors Mida Neged Mida, toi tu t'es écarté des gens, moi je vais t'écarter des gens, c'est moi qui t'écarte. Donc il a mis dans la Teva et il est resté là-bas, écarté du monde, et c'était entre guillemets une des sortes des punitions de Noach qu'il a eu. Et donc c'est pour ça qu'il a travaillé donc sur le chesed, et c'était ça tout le tikkun de Noach. Maintenant, pourquoi il parle de Shet là-bas? Exactement comme Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Shet, il a vu que Caïn, entre guillemets, était mauvais. Alors il a dit, moi je ne veux pas que mes enfants, ils se marient avec les enfants de Caïn. Donc il a aussi écarté ses enfants et les enfants de Caïn, et c'est pour ça qu'on est ramené là-bas, Nechoshet dans Moshe Rabbeinu, avec le inyan de l'huile d'olive, qui s'écarte toujours, qui ne se mélange jamais des choses qui ne sont pas bonnes, comme le Ham Israël. Maintenant, nous, donc quoi on doit s'écarter en vérité? C'est du Yetzer Hara, ça on a tous compris. Maintenant je voulais ramener une petite histoire d'un jour, un homme qui vient, et qui se promène, et tous les jours il passe devant une maison, et il regarde, il dit cette maison-là, je vais l'acheter. En vérité, c'est une très très bonne maison. Je pense que... Pardon? C'est mon histoire, non? C'est une histoire, ouais, c'est ton histoire, mais... Non, je rigole. mais c'est pas toi la personne, tu vas comprendre pourquoi. Donc il vient et il dit, cette maison-là, moi, en vérité, ça fait des années que je passe devant, hein, mais j'ai mis des sous de côté, je travaille, un jour je vais prendre mon courage à deux mains, je vais toquer, je vais faire une proposition à la personne, au propriétaire. Donc un jour il vient, il travaille, il met pièce par pièce, sous par sous de côté, et il arrive donc devant ce grand portail, et il passe le pas et il sonne. La servante qui vient, qui lui ouvre, je voudrais rencontrer le propriétaire de la maison. Bon, écoutez, pas de problème, elle va voir le propriétaire, elle lui dit voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous rencontrer. Bon, c'est une personne qui est très très riche, donc il m'a dit s'il a pris rendez-vous, pas rendez-vous, ok, c'est pas grave, on va le recevoir, il a l'air un peu pauvre comme ça, c'est pas grave. Il arrive, bonjour, oui, écoutez, je voudrais vous acheter votre maison. Le riche, il regarde comme ça, il fait, écoutez, c'est pas à vendre. Il fait, non, mais je veux que vous achetiez votre maison, faites-moi une proposition, dites-moi quel prix vous en voulez. Il fait, je veux pas de prix, cette maison n'est pas à vendre. Il a dit, est-ce que je peux quand même vous demander, si vous, dans le cas où vous voulez à vendre, quel prix vous pourrez donner? Il fait, alors écoutez, l'autre qui était très riche, c'est un homme d'affaires, il dit, bon, je vais écouter quand même votre proposition, et on va voir, ça se trouve ça m'intéresse, et quoi qu'il arrive, je peux faire un beau bénéfice sur la vente, une plus-value, donc on va écouter. Alors combien vous avez? Ben, écoutez, j'ai tout mon argent, voilà, il est là. Je fais bon, bah, ok, quoi. Il sort un paquet d'argent comme ça avec des pièces, grosse tirelire, et il met tout sur la table, il remue, et il lui met, et il dit, voilà.
Alors il dit, écoutez, là, il doit y avoir à peu près 350 shekels sur la table, et il commence à rigoler. Et il voit que lui, il rigole, et il voit le pauvre, il est en train de pleurer. Il dit, quoi, mais moi, je savais pas que ça devait coûter aussi cher que ça, je comprends pas. Et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et le riche qui était en face, il était quand même une personne qui était religieuse et qui voulait pas lui faire de peine. Et il a dit, bon, c'est quoi qui vous ferait plaisir? Il a dit, mais moi, toute ma vie, j'ai voulu cette maison. Vous savez quoi? Même pour psychologiquement, si j'avais 1 cm² dans cette maison-là, j'aurais été content, même si j'y habite pas. Il fait, ok, alors on peut s'arranger. Alors il dit, c'est vrai, il lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, alors regardez, ces 350 shekels, je les prends, et je vous vends 1 cm² de la maison. Il lui fait, ça me va, très bien. Il tape la main, il dit, mais attendez, on est des gens religieux, on peut faire un contrat. Il dit, vadaï. Il ramène, il rédige le contrat avec les hommes, les personnes les avocats et tout ça. 1 cm², 350 shekels, la vente elle est conclue, on se serre la main, tout le monde est content, merci, au revoir. Et tout le monde rentre chez toi, entre guillemets. Un mois après, le pauvre il vient, il fait, bonjour, je pourrais voir mon cm²? Alors le riche il vient, bien sûr, pas de problème, vous voulez boire un café, pas de souci. Non, non, merci, j'aurais juste voir. Il regarde, très bien, il s'en va. 2 semaines après, bonjour, je pourrais planter un clou sur le cm²? Il fait, bon écoutez, vu qu'il est dans le salon là-bas, sur le côté un petit peu, ça me dérange pas. Alors le pauvre il vient avec son clou, tac tac tac, il est content, il se serre la main, il boit un petit café, et il rentre chez lui. 3 semaines après il arrive, je peux accrocher quelque chose sur mon cm² où j'ai mis le clou? Ok, pas de problème. Et bon, on voit la tête de la personne, du propriétaire qui commence un peu à changer de face. Et il vient toutes les semaines, il accroche des tomates, il enlève, il vient prendre des concombres, il prend, il enlève, il fait les allers-retours. Et bon, la vérité, ça commence à être très très pénible. Mais il y a un creuset, il y a un contrat, on peut rien faire. Le pauvre, il vient un jour, un matin, il dit, écoutez, j'étais au marché, j'ai acheté 8 poissons. Je voudrais les poser sur mon clou. Il dit, bon, bah écoutez, vous connaissez le chemin maintenant, allez-y. Il accroche ces poissons-là, il s'en va, et maintenant, on ne le voit plus. Et les poissons, ils commencent à pourrir, et il y a une odeur catastrophique dans toute la maison, et ils n'ont pas le numéro de cette personne-là, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. 1 mois, 2 mois, 3 mois, impossible de vivre dans la maison, tout le monde quitte la maison, la maison reste vide, et au bout de 4 mois, le pauvre il attend devant la maison. Et un jour, le riche, il passe quand même devant chez lui, même s'il a quitté la maison. Et il regarde le pauvre, il lui dit, mais dites-moi, moi, il fait quoi? Il fait, mais moi, j'ai mon cm². Et il a dit, je sais, par rapport à la rage, je ne peux pas vous enlever votre sac qui est accroché sur ce clou-là, et je ne peux rien faire. Et il dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, cette maison-là, je ne peux pas y habiter, enlevez-moi ces poissons. Elle dit, non, 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 moi, je n'enlève pas, moi, ça ne m'intéresse pas de récupérer ces poissons-là. Je les laisse là. Et toute la maison, elle est odeur catastrophique, invendable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il a dit, écoutez, cette maison, j'en veux plus. Gardez-la. Il n'y a que vous qui pouvez habiter dedans. Fini. Le pauvre, il rentre dedans. Il prend son sac, il le jette. Il fait un coup de ménage. Il s'assoit sur le canapé. Et il a dit, voilà, maintenant, j'ai acheté une maison à 350 shekels. C'est quoi le moussard de toute cette histoire-là? Le pauvre qui est là, c'est simplement une autre Netzarara à nous. Et donc le riche, exactement, vous avez compris, avec la grande maison, c'est nous. Et quand on vient à l'Etzahara, il ne va jamais venir nous dire, je vais acheter une maison à 350 shekels, c'est un peu la chutzpah. Il dit, laisse-moi une petite place, chez toi, dans ton portable, petite application, Facebook, petite application autre chose. Un petit coin qui va rester à moi pour pas grand-chose. Toi, tu as tout, et moi, je veux rentrer. Et à partir de là, on va voir qu'il va rentrer et rentrer et rentrer et là et nous pourrir notre vie jusqu'à qu'à la fin qu'on voit des gens qui viennent avec on voit des PS4 des choses comme ça où les gens ils viennent, les parents ils veulent faire plaisir aux enfants, ils viennent, allez je t'achète une petite console de jeu, il n'y a rien, ça va, le pauvre et tout, hein, et on voit les gens qui restent et qui deviennent addicts à ça et qui sortent plus, qui discutent plus, on vient qu'on discute plus avec nos femmes, on parle plus avec nos enfants. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en compte, que Bezrat Hashem, de voir c'est qui vient et qui maîtrise la chose.
Et de ne pas laisser rentrer même une petite chose qui vient, qui va nous déboussoler et venir nous faire dévier entre guillemets du chemin. Maintenant, il y avait encore, pour finir, une autre histoire que je voulais dire ici, là, par rapport au Yetzirah, qu'il y avait deux faces comme ça qu'on peut bien voir. Un jour, une personne, elle vient et elle passe à la douane avec une très très belle voiture. Et sur la douane, il voit comme ça une belle Mercedes. Il vient, il lui dit, ok, arrêtez-vous sur le côté, on va contrôler un petit peu. Bon, ok, vous voulez contrôler quoi exactement? Il fait, bon, déjà, ouvrez votre coffre. Il dit, écoutez, j'ai rien dans le coffre. Il fait, ouvrir votre coffre. Bon, le mec, il vient, il ouvre le coffre, il voit 200 paquets de cigarettes. Il fait, bon, on va tout saisir, on va prendre, et une amende de 1000 euros. Ok, pas de problème, mettez-moi l'amende. Bon, il voit la personne, elle a l'air d'avoir un peu d'argent comme ça. Il donne l'amende de 1000 euros, et il voit bizarrement que ça fait rien à la personne. Et le propriétaire de Mercedes, il vient, et il part tranquillement, et il passe la douane. Après quelques temps comme ça, il arrive, il voit une belle BMW qui arrive comme ça, et le douanier, il l'arrête, il lui dit, ah, mais c'est la personne la dernière fois qui est venue avec une autre voiture. Il lui fait, bon, écoutez, je vous ai reconnu, c'est pas la peine de vous cacher, ouvrez-moi votre coffre. Il fait, écoutez, monsieur le douanier, moi, derrière, la dernière fois, vous m'avez attrapé avec des cigarettes. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire la même bêtise, donc laissez tomber, laissez-moi passer. Il fait, non, non, ouvrez votre coffre. Il ouvre le coffre, pareil. Il trouve pareil, 200-300 paquets de cigarettes. Il lui dit, bon, écoutez, là, c'est un peu culotté de votre part. On va tout saisir et vous prenez une amende de 2000 euros cette fois. Et j'espère que vous comprendrez que il faut pas... Il va pas falloir recommencer cette histoire. Donc ok, pas de problème, mec il vient, il paye, tout se passe bien, et il part, merci monsieur l'agent, avec le sourire. Il arrive après quelques mois, il le voit passer avec une voiture encore plus belle, et il vient, il lui dit, mais dites-moi, mais c'est vous, il n'y a pas de problème, j'espère que vous avez rien dans le coffre. Il fait, j'ai rien du tout, je vous promets, laissez-moi passer. Il fait ouvrir votre coffre, il ouvre le coffre, pareil, chargé, à bloc. Il vient maintenant, et il lui dit, alors là, vous allez prendre une amende de 5000 euros. Et j'espère que la prochaine fois, vous ne passerez pas comme ça. Il lui dit, ok, pas de problème, mettez-moi l'amende que vous voulez, prenez-moi les cigarettes, il n'y a pas de souci, il prend et il s'en va. Et il voit la personne qui part, et qui rigole, et qui s'amuse, et qui n'a aucun problème dans sa belle voiture qui est partie. Et c'est quoi le moussard exactement de là? C'est la même chose. C'est que le Yetzirah, il vient, lui, ce qu'il voulait, la personne, c'est passer les voitures, il s'en fichait des cigarettes. Il avait des voitures volées, lui. Il prenait les voitures. Quand la personne elle est venue, le douanier, il a arrêté. Il a dit, faites-moi voir les cigarettes. Quand il a attrapé, il a vu avec les cigarettes, il n'a même pas pensé à lui demander les papiers de la voiture. Et l'autre, il est passé avec ses voitures à 200 000 euros, 300 000 euros, chaque voiture. Et il n'a rien à cirer, entre guillemets, de venir et de payer les 1000 ou 2000 ou 3000 euros d'amende. Et c'est exactement la même chose avec notre Yetzirah. Le Yetzirah, il vient... Nous, on croit que le Ikar, c'est venir. Vadaï que l'étude de la Torah, le Torah Neged Kulam, il n'y a pas plus haut que l'étude de la Torah. Mais il croit qu'on va venir avec une Gemara qu'on va apprendre par cœur, avec des Mishnayot qu'on va apprendre par cœur. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais si on s'est arrêté à là, c'est que le Yetzirah, il nous a eu. C'est que lui, il est venu, il a dit, je vais maintenant te faire apprendre une Gemara par cœur. Ça, c'est moi, c'est-à-dire que ça, c'est entre guillemets les cigarettes que toi, tu as attrapées. Nous et le douanier, on a attrapé les cigarettes. C'est que nous, on a dit, bon, c'est bon, moi, j'ai mon petit limout comme ça de 1 heure par jour. J'ai ma Gemara que j'utilise tous les jours. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et par contre, ce qu'on n'a pas passé, c'est quoi? C'est que quand on rentre à la maison, là, et nous, ou quand on est dans des situations un peu difficiles, c'est travailler sur les midotes. Les midotes, c'est le plus important dans la vie d'un juif. On étudie la Torah pour pouvoir travailler les midotes. Celui qui vient, qui étudie la Torah pour étudier la Torah, c'est qu'il a attrapé les cigarettes. Il n'a pas attrapé la voiture. Celui qui va attraper la voiture, qui va attraper le gros, qui va attraper les Sahara, c'est pas dans les petites choses, c'est dans les grandes choses. C'est-à-dire qu'on doit apprendre, on doit venir, on doit étudier la Torah, c'est ça le Ikar. Mais le Ikar, c'est quoi? C'est juste un ustensile pour venir et nous aider à travailler nos midotes. Celui qui vient, qui étudie la Torah, qui rentre chez lui à la maison et qui fait des coups de colère, et celui qui vient, qui étudie la Torah, qui est dans sa tête, qui pense à une personne et qui dit celle-là, je l'aime pas, là, sa Torah, elle vaut rien.
Voilà ce qu'on avait à dire pour ta chaîne pour Zach Varo. et Shabbat Shalom.